Hello. We have sound. Now, we are about to have our esteemed panelists, many of whom you'll recognize from the film and the filmmakers themselves, here in just a moment. But I'd like to do two things. One is just to recognize, speaking of ambassadors and people who help to connect the US and France and the monde de la francophonie and all of these countries and cultures around the world, I'd like to recognize that we have two important figures from French cinema in our audience this evening. I'd mentioned Dominique Besniard, the producer, before. Dominique Besniard is here this evening. Maybe you can raise your hand so that people can see where you are. Is he here? Dominique. And next to him, we have the great honor of having for our marraine, our special honored guest of the festival this year, one of the world's greatest actresses and a gift to all of us, Nathalie Baye. And now to present our panelists, we have Luc Hardy. Luc Hardy is an entrepreneur. He's an adventurer. He's vice president of Green Cross France, an environmental NGO founded by Mikhail Gorbachev and headed now by Jean-Michel Cousteau. And he's the perfect person in many ways to present our panelists because he is an environmental activist himself, because he met Cyril, as he will tell you, at COP21 in Paris, and this was an instrumental meeting, and also because he produced a documentary called Endurance on the Shoulders of Shackleton, which was launched in its world premiere at our festival last year at Focus on French Cinema in 2015. Luc is going to present our panelists, who will be up in a second. Thank you so much. Thank you, Anne. Yes, as a vice president of Green Cross in France, I was lucky to participate at COP21 in Paris last December, and actually right after the conference, I got the opportunity to watch the film that you've just seen, which I found absolutely incredible and positive and very energetic, and I immediately thought that this film should be part of our Focus on French Cinema Festival. And thanks to everybody at the festival and the UN team, we are all here tonight. These conferences are really great because in addition to being opportunities for governments to negotiate and do things, agreements and whatnot, they are also really the opportunity for many other people to connect, and there's the magic of opportunities and interactions, and that's what led to the encounter with the film and the fact that we're here tonight. On that note, I would like to introduce the panelists who are going to come here. Let's start with Melanie. Up to you. Melanie, one of our favorite French actresses and a co-director of the film. Cyril Dion, whom you've seen in the film. Co-director of the film and also co-founder of an NGO called Colibri in France, which is acting for a better environment and a human society. We have our two scientists here, Tony Barnowski and Liz Adley, who have... Tony is at Berkeley University, and Liz is a professor at Stanford University, and they both co-authored a book called Tipping Point, which will be released in April, which we're all encouraged to read. Also with us tonight is Michael Schumann, who is also in the film.
and an expert in local economics and author of the Local Economy Solution. And last but not least, David Nabarro, who is a special advisor to the UN Secretary General Ban Ki-moon on sustainability and environmental matters and climate change. And I think that's it, right? Yes. All right. Anne, up to you. I'd also like to take this opportunity to thank once again the permanent representatives of France and of Morocco. France, of course, was the location of the COP21 conference in Paris, where Cyril and Luc met, and also Morocco will be the site of the COP22 conference, the next conference for environmental change. So we could not have had this evening without them, and so we focus on French cinema and the Francophonie thank them very much for their support. Now, our panelists. Of course, I'd like to start with the filmmakers next to me here. Of course, the first question we have to ask you is, okay, thank you. I appreciate that. Can you hear me now? Good. Cyril, how did you and Melanie come to make this film together? Hi, everybody. It's great to be here tonight. Just for me to know, who is speaking French in the audience? Ok. Ok, bon, on va parler en français là. Et qui comprend pas who doesn't understand French at all? Ok. We do have translated. We have simultaneous translation. Ça vous a plu? Juste en un mot? Ouais? Bon. Juste un petit merci à tout le monde. Il y a eu déjà beaucoup de merci et merci à vous d'être là et pour vous dire que c'est très touchant pour nous d'être à cet endroit-là et de faire cette projection. Ouais, bah je vais rapprocher le micro peut-être. On a décidé de faire ce film. Moi, j'ai commencé à l'écrire fin 2010, à un moment où j'avais créé une ONG donc, qui s'appelle Colibri avec un écologiste français qui s'appelle Pierre Rabhi, et où je me rendais compte qu'on passait énormément de temps à expliquer à tout le monde ce qui n'allait pas, et que montrer les catastrophes avait souvent un effet contraire à ce qu'on voulait provoquer, c'est-à-dire que ça provoquait de l'angoisse, ça provoquait du déni, ça provoquait de la peur, mais pas de l'action. Et qu'on avait certainement besoin de trouver une nouvelle façon d'engager un mouvement pour transformer la société, et qu'on ne pouvait pas simplement passer notre temps à demander aux gens d'arrêter de faire des choses, arrêter de prendre leur voiture, arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre des bains, mais qu'il fallait aussi proposer une vision d'avenir, proposer un projet qui soit suffisamment inspirant pour que ça donne envie à toutes ces personnes de construire un autre monde et pas simplement d'arrêter et de se restreindre sur un certain nombre de choses. Donc je cherchais à monter ce film, c'était compliqué. J'avais vu le premier film de Mélanie qui s'appelle Les Adoptés. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir, qui est très beau et qui m'avait beaucoup touché. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'une campagne qu'on faisait avec Colibri en 2012. On s'est rendu compte qu'on avait plein d'affinités, plein de points communs, envie de raconter des choses qui allaient dans ce sens-là. Mélanie m'avait demandé de l'emmener voir des initiatives. Je l'ai emmené dans la ferme du Bec et Loin que vous avez vu dans le film. On s'est parlé du projet et voilà. Et un beau jour, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ensemble, en me disant qu'elle allait apporter une dimension poétique, artistique, sensible, qui était indispensable à ce film si on voulait à la fois que les spectateurs qui allaient venir le voir puissent comprendre et apprendre des choses, mais aussi être touchés, émus et donc emportés dans un mouvement. I want to make sure those of you who would like translation use these earpieces. You can put them in your ear. Okay? You see these? All right. Now a question for Mélanie.
Melanie, you're an actor, a screenwriter, a director, prolific in your work, both in France and internationally. So what made you want to take the time to make this project? Ça marche pas. Ah, ça marche. Un enfant. J'étais enceinte de mon fils quand Cyril a eu envie qu'on fasse ce film. Et donc j'avais très envie de trouver des solutions et je me demandais comment artistiquement, dans ce que je faisais dans ma vie, je pouvais lui apporter des réponses. Et j'avais fait beaucoup de voyages avec Greenpeace, j'avais essayé de faire des petites choses et je sentais que ça, c'est pas que ça servait à rien, c'est que j'attendais de lire un scénario comme ça qui allait moi-même me rassurer et proposer des solutions pour mon enfant. Voilà, donc c'est parti de quelque chose de très personnel et très comment? Pardon, on est debout depuis 22 heures. Donc c'est possible qu'à un moment donné, je ne finisse pas mes phrases. Voilà, enfin c'est pour lui, quelque chose de maternel qui s'est emparé de moi. Wonderful. I have to push the button. Thank you, Cyril. This question really is for both of you, or either of you. One of the great strengths of this film is the range of subjects you cover. And in doing so, you reveal their fundamental interconnectedness. Do you think you could speak a little about how you chose these topics and about how they relate to one another? L'idée, c'était de choisir des sujets qui soient suffisamment... Enfin, de choisir des initiatives qui soient suffisamment abouties pour que ça puisse convaincre même des gens qui... potentiellement ne s'intéressent pas à ces sujets ou ne sont pas d'accord avec le parti pris du film. Donc d'aller à Copenhague, qui est une agglomération de 2 millions d'habitants, donc d'aller à San Francisco, qui est une agglomération de 7 millions d'habitants. On voulait aussi avoir des personnages qui soient très charismatiques, qui soient touchants, qui soient inspirants, des êtres humains qui nous donnent envie de leur ressembler, qui soient des héros, entre guillemets, des temps modernes, mais en même temps des personnes ordinaires. Et puis, on avait envie de montrer des pays occidentaux, en grande majorité, avec l'idée que l'Occident avait raconté une histoire pendant des années et exporté un modèle de développement en disant, de façon un peu schématique, que c'était comme ça qu'il fallait vivre et que le meilleur modèle de développement, c'était celui-là. Et on pense qu'aujourd'hui, ce modèle de développement est arrivé à ses limites, et donc il faut en changer. Et que c'est certainement très utile de montrer qu'en Occident, une autre histoire est déjà en train de se raconter et qu'un certain nombre de pays qui pourraient avoir envie de vivre comme les Occidentaux puissent prendre conscience qu'ils ont énormément de richesses qu'il ne faut peut-être pas détruire. Une autonomie alimentaire, des ressources naturelles qui leur permettent de produire de l'énergie renouvelable, des économies vernaculaires ou des économies locales, des modèles démocratiques. Et que tout ça n'a pas besoin d'être sacrifié sur l'autel de la standardisation au modèle de développement européen. Et sur l'interconnexion, l'idée c'était de rassembler en fait ces pièces de puzzle pour essayer de raconter une histoire qui puisse montrer à quoi la société pourrait ressembler demain. Et on s'est rendu compte que effectivement on avait besoin d'arrêter de réfléchir au sujet de façon segmentée, et qu'on avait besoin d'avoir une réflexion qui était beaucoup plus holistique, où on pouvait tout mettre en relation. Donc, quand on a commencé à s'occuper d'agriculture, on s'est rendu compte que l'agriculture moderne, on va dire, est totalement dépendante du pétrole. Donc, ça nous obligeait à nous occuper du modèle énergétique. Quand on s'est occupé du modèle énergétique, on s'est rendu compte que la plupart du temps, les États ou les collectivités disent qu'elles ne vont pas faire la transition énergétique parce que c'est trop cher. Donc, ça nous obligeait à nous occuper d'économie pour comprendre comment on pouvait financer cette transition énergétique, pourquoi les États et les collectivités étaient aussi endettés. Et en nous intéressant à l'économie, on s'est rendu compte que la finance et l'économie avaient pris une part démesurée dans nos démocraties et que parfois l'économie avait plus de puissance que la démocratie. Donc, on devait s'intéresser à la façon de réinventer la démocratie pour que nous, chacun d'entre nous, puisse reprendre du pouvoir sur cette société. Et quand on a trouvé des exemples formidables
dans le champ démocratique, on s'est rendu compte que ça reposait sur des citoyens éclairés, responsables, et que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait commencer par apprendre à l'école. Et c'était une façon pour nous de boucler la boucle et de montrer que c'est une nouvelle logique de société qui est en train d'émerger, qui est certainement basée sur la diversité, sur l'autonomie, sur la liberté, sur l'interdépendance, et plus simplement sur un pouvoir centralisé en haut d'une pyramide, plus simplement sur quelques personnes qui détiennent les clés des énergies fossiles, de la création monétaire, des grandes entreprises agroalimentaires, mais que dans ce nouveau modèle, beaucoup plus inspiré de la nature, beaucoup plus en réseau, la réponse et le pouvoir pouvaient être en chacun de nous. Bah non, ah voilà, c'est bon. On voulait faire un film sur la diversité, et moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai lu le scénario, parce que finalement Cyril avait écrit un vrai scénario avec une proposition de casting, et en fait j'ai choisi de faire ce film comme n'importe quel film en tant qu'actrice presque, c'est-à-dire avec un scénario et des gens qu'on allait filmer, sauf qu'on me demandait d'être réalisatrice sur ce projet. Et ce que j'aimais, c'était ça, c'était d'aller rencontrer autant de gens différents et qu'il y ait une sorte de logique, que ça nous donne envie d'en arriver à la réflexion, de se dire que c'est tellement comme ça que ça devrait se passer, en montrant les bons exemples, en se sentant un peu idiot parfois, en colère un peu souvent, et j'espère à la fois avec une espèce d'entrain à vouloir changer les choses. Mais ce qui a été merveilleux, c'est l'accueil qu'on a pu avoir, ne serait-ce qu'en tournée province, quand on a commencé à faire un peu tourner le film, et de se rendre compte que les gens, parce qu'on voulait faire un film au cinéma, parce qu'on avait envie qu'il y ait une sorte de communion vraiment en le montrant et en le faisant découvrir, c'est que les gens s'organisaient sous nos yeux à vouloir absolument se retrouver déjà et de se reconnecter, parce qu'on a besoin de ça absolument. On ne se connecte plus, on ne se parle plus, on ne se voit plus. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens ont absolument besoin de retrouver ça. Donc c'était pour ça que c'était aussi pour le cinéma, et que ce soit à la fois ludique, qu'on apprenne à la fois des choses aussi, et qu'on filme non pas des acteurs, mais des grands personnages et des grandes personnalités. And it's true that through the medium of cinema, we have something that began as a populist medium, a popular medium, and something that, as you say, connects to everyone. And in that sense, I think it really is mobilizing. And we've seen that. We've seen that in France, and hopefully we'll see that in the US as well. You have some incredible people in the film, including 3 people up here this evening. And so I want to turn... Oh, you want to add something? Please. Et je vais peut-être aider pour faire une transition, mais une des choses qui nous a aussi déclenché pour faire le film, c'est quand on a lu l'étude que Tony, Lise et 20 autres scientifiques ont publiée dans la revue Nature, qu'on a lu à un moment qui était un moment difficile pour moi, parce que moi j'étais en plein burn-out, Mélanie était enceinte, et on lisait que tout d'un coup, c'était un moment difficile pour moi, je dis pas que c'était un moment difficile pour elle, mais que c'était un moment de sensibilité particulière en tout cas. Et voilà, t'allais super bien, et en même temps c'est un moment où on se remet, c'était 2 moments de remise en question plutôt. Parce que c'est vrai que quand on a un enfant, souvent on se pose plein de questions, et quand on fait un burn-out aussi, bon. Et en l'occurrence, c'est vrai. Et en l'occurrence, on lisait dans cette étude que peut-être une partie de l'humanité pouvait disparaître d'ici 2100, ou en tout cas dans les décennies qui venaient, si on continuait à agir de cette façon, et qu'on était peut-être à la veille d'un effondrement en cascade des écosystèmes. Et ça nous a paru tellement grave, et ça nous a paru tellement important de relayer cette parole de scientifiques, qu'on a voulu démarrer le film avec ça, comme une sorte de wake-up call, quoi, de cri d'alarme, qui nous oblige à aller chercher des solutions à travers le monde, à la fois pour nos enfants et à la fois pour toutes les générations qui allaient venir. Tony, what does this film say to you as scientists? This could be a question for both you and Liz. So I'll start with that. From a scientist's perspective, one of the things I really love about this film is it does show the interconnectedness
and it does broadcast that message in a very nice way. One of the things that we have found studying these problems over 20 years now is that even in the scientific community, we tend to approach problems piece by piece, so that we get concerned about climate change and fixing climate change, or we get concerned about the food system and how do we feed an additional 3 billion people by 2050. But it's very common that we don't see the connections between those different pieces. And really, it is a totally interconnected system, and that's something that is necessary not only for scientists to understand, but for everyone to understand. And I think the film actually does a brilliant job of doing that. So I have to say that I think that there's some beautiful symbolism about having this film being showed in the UN, because it's here where leaders of countries around the world meet to grapple with global problems. And to me, one of the most important parts of the film is actually something that I've taken to heart in my life as a scientist, and that is that I spend now a lot of my time getting off my computer and out of my lab and trying to communicate what I know to people that I don't normally talk to. So one of the beautiful things about this movie is that it really allows you to see how important individuals and communities are at making change. And we've become, and I think in the US, very passive about letting the government do things, and we get very upset when the government doesn't do what we want them to. But it turns out that there's an incredible amount of power in the individual. I see it in all of the freshmen that come through campus at Stanford. They all want to do something. They all want to be empowered. And what happens is we beat out of them. Stanford doesn't. We try not to. But society beats out of them their feeling that they can make a difference. And I think this film really brings that point home, that we all can do something. And the important way to be powerful is at the community level. It's not waiting for the countries to do things. It's actually empowering communities. So I appreciate and very much thank Cyril and Melanie for doing this. Another important figure in the film is Michael Schumann. And I have a question for you about this section. I feel like one of the things that I learned the most from the film was about alternative local currencies and about the economy in general. Can alternative local currencies really have an impact on the global economy? Well, yes. I mean, I thought we saw some great examples of that with the Bristol Pound and the VEER group, which is tens of thousands of businesses in Switzerland that have been working together for almost 100 years. But, you know, I think what's important is to recognize that local currency is a tool. And the objective here is creating a sustainable, diverse, locally owned and controlled economy. And I agree with what Liz said, that seeing all of these strands side by side of energy and food and manufacturing and recycling and reuse really gave us a vision of what that diversified economy can be. But an additional thing that you need is local money and local finance and local purchasing. And really, you know, one of the things that I think all of us recognize is that every time you spend $1, you're making a vote. And if you vote for a big multinational with that dollar, well, that's who's going to get more powerful in the world. And if you spend that dollar instead with a local business, that's what's going to happen.
you will be seeding and developing that alternative. So what I love about local currency is that Walmart never gets it. And so, you know, so local currency is a tool reminding us to always try to think local first with every expenditure that we make. I do have a follow-up question to that. My follow-up question would be about other economic models. Are there other economic models, maybe some that weren't shown in the film or some that were hinted at in the film, that are being developed that also address these sorts of problems? Yeah, I think there are. And I mean, the film, if the film was going to cover all these models, we would be here for like 3 weeks, which would be wonderful, but I'm not sure the UN would allow us to do this. But let me just ask a couple of questions here to answer your question. So how many of you have mindfully bought something locally over the last week? Okay, you wouldn't be here otherwise. Now, next question is, how many of you do your local banking, your banking rather, at a local bank or credit union rather than a big multinational bank? Okay, so problem one. Problem two, most of you have pension funds and either you own them yourself or some government bureaucrat owns your pension funds. How many of you think your pension fund is being invested at least 1% in locally owned business? Okay, so this is outrageous. You folks have come here to talk about tomorrow, and you are systematically financing the beast. You are over-investing in the Fortune 500 companies that we're nervous about, and under-investing, that is not investing at all, in the local businesses we know are essential for the future. So what I would answer your question is, any finance mechanisms that we can develop, local stock, local loans, local co-ops, local credit unions, any of these mechanisms that take our savings and put them to work in the local economy is an essential piece of this. I think one of the things about the film that is so interesting is this emphasis on individuals and what individuals can do, and then the collective action that then starts to accumulate and really make a difference. And turning to David Nabarro and thinking about how a huge organization like the United Nations is also making an intervention and connecting with these individuals. Can you tell us from your perspective, from the perspective of an advisor to the United Nations, what do you think is powerful and important about this film, and how does it relate to the efforts that you're undergoing along with the United Nations, including the 2030 Agenda for Sustainable Development and Climate Change and other important initiatives? Thanks very much indeed. How many people here work in the United Nations, please? Kind of 15%. Okay, so to those of you who don't work in the United Nations, this is a very quick 101 on what we're doing right now. In 2015, world leaders unanimously reached 4 amazing agreements. One is to do with reducing disasters. The second is to do with dealing with climate change. In Paris, that was. The third is to do with sustainable development, and the fourth is to do with financing for the future. These 4 agreements were like nothing we've ever had before in world politics. Despite the fact that there are numerous wars and many bad things happening all over the world, for the first time ever, we have got a political manifesto for the future of the world that's to last from now till 2030. It's designed to make the world fit for future generations. It's the only plan we've got, but there is a plan. We didn't have one before, and there's no plan B. If we mess up on this plan,
then the world will go dry, the world will become destroyed by war. Basically, things will go on getting worse and worse. And the basis of this plan is what's called the Sustainable Development Goals, 17 of them, which describe the kind of integration that's shown in the film. The film shows it better, but our big book, which you can read if you want, called the 2030 Agenda for Sustainable Development, explains how world leaders want it done with 17 goals and 169 targets. It's people-centered, and it's about repairing the planet. Now, our difficulty is we've got to find ways to help the world's politicians to make this thing happen. Firstly, I think everybody agrees that these kinds of changes mean that the planning for the future has to be completely feminist, because men have been in charge up till now and still are in charge, and they've messed it up. Okay, you can bang the gavel. Go on. There we go. But it's so important that this film was born out of the birth of a child. Just hold that in your heart. Because it's only when we really start letting women set the agenda, show the world through their eyes, and get the men to come in behind them, that this kind of thinking will become central in the planning for the future. Second, and here Vandana Shiva, who I know well, said it right, is we've got to learn to respect nature. We've been utterly disrespecting nature in the model of development, certainly for the last 200 years. And if we get back not just to the earth, but to the water and to the air, and respecting these for what they give us, lifting carbon out of the air, cleaning and not destroying the oceans and the seas, and respecting nature, then at least we might start to get that repair done. Thirdly, rights. People's rights are the only secular arrangement we have for organizing how we relate to each other. Of course, there are religious texts, but the human rights treaties provide the secular option. This film, for me, I knew before I saw it that I was going to love it, but I have found it utterly transformative because it presents what world leaders want, and which we're all a bit scared about when we talk about it, with a kind of logic and clarity through the eyes of ordinary people, particularly women, and it inspires all who see it to just think, well, perhaps it won't be so bad after all. Perhaps it's not so scary. Perhaps having government that puts people at the center and nature at the center is not such a bad thing. Perhaps we can organize ourselves to deal with the kind of crony capitalism that led to the mess in Iceland, in so many other places that we've got right now. So thank you. I'm going to use this. I think that's a great moment to turn the questions and answers to you. Do you have questions for our panelists? I think what we'll do is raise hands, and you can speak in French or in English, whatever you're most comfortable with. Mm-hmm. Do we have a mic? And they have to push the button, just like we're doing. Mm-hmm. When it goes red. Oh. Okay. Push the button before you, so hold on. We're going to take a question from her first. Sorry, I stole your... It's okay. Je peux formuler la question en français, ça vous dérange pas? J'ai une question pour Mélanie, en fait. Je crois que j'ai eu un garçon en même temps qu'elle. Et
j'ai la chance d'habiter à Brooklyn, où il y a beaucoup d'initiatives comme, qui sont encore plus petites, bien sûr, que celles que vous montrez dans le film, et les rooftop farms, On est une communauté française là-bas qui faisons ce qu'on peut au quotidien, des petites choses, mais vraiment très petites. En même temps, on éduque nos enfants aux États-Unis, dans le palace de la surconsommation et de tout ce qu'il y a de merveilleux, mais tout ce qu'il y a de vraiment au quotidien, dans une éducation d'enfants petits, difficile. Ma question pour Mélanie, c'est est-ce qu'elle a trouvé des réponses de maman pour des enfants jeunes sur comment être dans cette transition-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans 20 ans, on n'est pas il y a 20 ans, on est exactement dans, on aimerait bien faire changer les choses, mais ce qu'on vit au quotidien, et notamment aux États-Unis, à New York, est dans une opulence, une richesse et une non-considération de la nature qui est quand même exceptionnelle, quoi. Enfin, dans le mauvais sens du terme. Mélanie, désolée, je sais que vous êtes fatiguée. Il a 2 ans et demi du coup, hein, donc c'est encore tout petit. Hein? Ah, vert, c'est vert. Ah oui, oui. Donc moi, il n'est pas encore à l'école. Et moi, je l'ai emmené sur le tournage. Donc quand il était tout petit, il était avec nous tout le temps. Donc en termes de début d'éducation, on a fait quand même les choses un peu plus... Enfin voilà, on a eu la chance de pouvoir l'emmener voir tout ça, quoi. Après, non, moi je me pose la vraie question de savoir dans quelle école je vais le mettre. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai envie de le mettre dans une école où moi j'ai été, par exemple, au collège, moi j'ai été dans une école comme on voit en Finlande, où j'ai appris plein de choses, où on tutoyait les profs, on n'avait pas de notes, il n'y avait pas de compétition, où j'ai été très heureuse pendant un moment. Et puis après, quand je suis revenue dans le système classique, c'était très dur. Alors je me pose la question de savoir est-ce que je le mets dans le système classique et puis je saoule les profs. Et je peux le faire, ça, très bien. Pour qu'il y ait un potager, pour que ça mange bio. Et je me demande si c'est pas comme ça qu'il va falloir qu'on s'y mette aussi. Plutôt que d'aller dans une école que je vais payer, où je sais que le système va marcher, je me dis peut-être qu'il faut aller se battre pour nos enfants dès le départ, en disant bah non, moi j'en ai marre qu'ils mangent de la viande avec des antibiotiques. Après, par exemple, un nouveau truc, enfin, on est devenu végétarien avec Cyril au moment où on a commencé à promouvoir le film, et mon fils mange pas de viande. Il m'a vu ne pas en manger, et donc il fait berk quand il en voit, alors que je lui ai rien demandé. Donc voilà, après ça passe par des toutes petites choses. Par exemple, je me souviens à une période où tout d'un coup il a arrêté de s'émerveiller de tout assez vite, quoi, parce qu'on est dans la ville et que moi j'ai pas de parc autour de chez moi. Et bon, bah, j'essaie de l'emmener au maximum de temps pour passer du temps devant une fleur, devant un arbre. Et je me rends compte que c'est un travail parce qu'en fait, l'émerveillement, il part trop vite. Et que c'est notre travail de parents de dire que si, ça c'est merveilleux, ça c'est vraiment beau. Maintenant, il adore jardiner. Maintenant, mais c'est ça, ouais, c'est l'éducation, quoi. Faut jamais lâcher rien du tout. Mais c'est ça qui est passionnant et merveilleux aussi. C'est le moment où ils refusent, le moment où ils ont plus envie, le moment où il faut continuer à leur montrer que la vie peut être absolument merveilleuse. Et je trouve que l'agressivité dans les crèches, tout ça, elle est terrifiante. Comment ils passent ils aiment tout le monde. Moi, mon fils, dans le métro, il allait se mettre, il faisait des câlins au SDF. Il prenait les gens dans les bras, tout ça. Je trouvais ça incroyable. Et puis, il a été à la crèche et il a plus du tout aimé dire même bonjour. Parce qu'à la crèche, on se bat pour n'importe quel jouet. Donc c'est très déprimant de retrouver son enfant dans une espèce de côté très adulte et très je vais être le premier, je vais me défendre, et d'essayer toujours de l'émouvoir avec juste un papillon qui passe d'une fleur à une autre. Et en même temps, si, il faut le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais ouais, c'est un boulot de malade. Mais c'est génial, c'est le plus beau. Another question. You have to push the button. Push the button. There you go. You had it. It turns red, and then it works. We're all learning. Hold it. There you go. Right? Is this working? It's working. Perfect. My question is to the panel in general. And I wanted to ask specifically about the film section on democracy. And it makes a great... there's a great focus on local political empowerment and restructuring of representative government in radical ways, like, say, the lot system, right?
And I was wondering if a meaningful change towards the eventual goal of sustainable development could be achieved through the system rather than in opposition to it, interests and all. Who? So I'll just start by trying my answer to that question. And I would say I think both can work. And as a matter of fact, I think both have to work. Because I don't think the world has enough time to kind of slowly see these communities build and topple governments. That's just not going to work. So I think we have to work, and I thought David Navarro did an absolutely beautiful job of saying how this film set examples for not for other people to see, but for political leaders to see, that there is some joy in a future that we don't really understand and know. And even though a lot of what I do is very scary, I mean, it's really tough to anticipate, to add up the kinds of changes that the world is going through. And I can see a future that is not very good. But what this kind of involvement does is it makes me see a different future. And I know locally for me means going to I work a lot with Governor Brown in California and his staff, and he's transformed how he does things globally. He works at the subnational level. And one of the things that was amazing at COP21 is he had over 100 different sub-nations, so small nations and subnational groups sign the COP21 agreement. And that's an amazing amount of political power, but also a lot of economic power. So I actually think it needs to be both. I'll just add a little bit to that and kind of link to the last question as well. Who you vote for, obviously, is tremendously important. And who gets elected is tremendously important. The way this links to the last question is people tend to really get concerned enough to do things when they understand the nature of the problems. Another thing this film does is point out the nature of the problems. A way to make things happen is to communicate that to your peer groups, to make sure everybody you talk to understands where we stand and also understands that there are solutions. And then when it comes time to pull the lever for the person that has the solutions and is on board with them. And I would like to compliment, just by looking at it from a very limited political perspective. Most people working in politics have never really learnt how to gain power, how to use power, how to actually get the most out of power so that change happens, how to sustain change, and then how to demonstrate that that change is underway. It's a fairly sophisticated set of skills, and if you look at political leaders, frankly, they're amateurs at it. So, just as this film should be part of the ground level basic training for every politician everywhere, so And I'm afraid there'll be at least 5 sequels requested by people like me. So but so also there are businesses teaching other businesses. There are teachers showing other teachers. There are certainly governors like Jerry Brown showing other governors and mayors. And our job, your job, my job, those of us who are kind of in the background, is to celebrate these people because they are the real trailblazers of the revolution of the future. And you'll find them all around. You'll find them in your communities, you'll find them in your churches, you'll find them in your businesses, but just help them to feel the brilliant heroes that they really are. I found one actually, just because he means a lot to me.
in the guy who runs this place, who has quietly just taken on some of the most outrageously difficult problems. And he's not put them aside because they're difficult. He's just said, I'm going to do this, which is why he was determined to get us towards the 2015 agreements. But now it's the job of people like myself to start the movement for change that's about finding, supporting, and empowering the change leaders who are not turning up on your TV screens, but are, as you both found, just there. I mean, you have to do your research, but they're there, they're all over. And they're the people who are going to lead us to a better world in 2030. Thank you. Another question. Is there another question? You have to push the button till the microphone turns red. Did you push the button? Do you have one? You don't have one. You have to borrow one. No, borrow one, please. Oh, first we're going to take one other question while you find a microphone. Go ahead. Bonsoir. J'ai moi aussi une question pour Mélanie et Cyril qui concerne l'éducation. Vous avez été donc dans cette école et je voudrais savoir si vous voyez, si vous avez constaté une différence entre ces élèves qui sont éduqués d'une manière différente de celle que vous avez connue et que vous connaissez probablement en France. Est-ce que vous voyez une vraie différence? Bah, oui, on voit une différence, ne serait-ce que parce que quand on est dans cette école-là, on sent qu'il n'y a pas d'agressivité, on sent qu'il n'y a pas la même agitation. En fait, il y a un pédagogue en France qui s'appelle Philippe Mérieux, qui a fait un voyage d'études en Finlande, qui a assez bien résumé, ce que moi j'ai eu l'impression de ressentir, c'est que les enfants n'étaient pas obligés d'être dans un système de soumission-rébellion. Donc d'être obligés de se soumettre à une autorité, donc d'avoir le besoin de se rebeller contre elle. Ils sont plus dans un espace d'expression, de collaboration, donc dans une vraie... ils sont très vivants, on voit qu'ils participent, ils parlent, ils bougent, mais pas de façon un peu chaotique et énervée, où en France on a l'impression que, je ne sais pas si c'est comme ça aux États-Unis aussi, mais en France on a l'impression que si tout d'un coup on laisse la parole aux élèves et qu'on leur laisse l'espace, ça va être l'anarchie. Et là c'est le contraire, c'est justement parce qu'on leur laisse l'espace et qu'on a trouvé des méthodes pédagogiques qui leur permettent de s'exprimer que c'est pas le bordel. Non, mais moi j'ai fait que le collège dans une école qui s'appelle De Crolly. Et c'était terrible de revenir au système classique, terrible. Et la seule chose que je peux vous dire, sans avoir fait d'études là-dessus, c'est que tous les gens qui étaient dans ce collège, quand je les ai tous revus, et à 80%, c'est des gens qui ont fait un peu des métiers qui leur ont plu, quoi. Puis tous les gens de mon lycée que j'ai revus, ils n'ont pas l'air d'avoir été dans leur voie, quoi. Et ce qu'on voulait aussi montrer dans le film, c'était ça, c'est qu'à un moment donné, quel que soit le métier, c'est pas une histoire d'argent qu'on gagne, c'est une histoire de faire quelque chose qui nous plaît, vraiment, et de trouver sa place, du coup. Et il y avait un personnage on a dû couper son histoire, mais à Détroit, il y avait un des hommes qu'on voit rapidement en train d'arroser du basilic, et qui nous a raconté que quelques mois avant qu'on le rencontre, il était banquier et il était dans un costume. Et un jour, il est rentré chez lui, il a vu sa fille de 4 ans et il s'est dit « mais je n'ai rien à lui raconter pour la faire rêver. J'ai aucune belle histoire à lui raconter. » Et il a lâché son travail et il travaillait dans ce potager à ce moment-là. Et je sais que moi, cette école, elle m'a appris à rêver, vraiment. Et le fait de ne pas avoir de notes fait que, par exemple... En mathématiques, c'est une catastrophe. Mais la période où j'ai passé 4 ans dans cette école, ma prof de maths m'a toujours dit que j'étais vachement douée pour les maths. Bon, et j'ai un peu cru. Et du coup, j'aimais un peu ça, du coup. Et quand je suis arrivée au lycée, on m'a fait donc ma moyenne et j'avais 1 sur 20, je crois. Et on m'a tout de suite dit que j'étais vraiment, vraiment nulle. Et c'est drôle parce que la proviseure de mon lycée, quand elle a vu mes notes, m'a convoquée un jour et m'a dit « Mademoiselle Laurent, vous voulez peut-être faire un peu de cinéma, mais ça ne marchera jamais. Il faut quand même
vous en soyez consciente. Et à un moment donné, il va falloir vraiment améliorer ces notes parce que vous allez complètement rater votre vie. Voilà. Je me dis, c'est quand même intéressant de voir à quel point tout d'un coup, il y a certains professeurs qui vont dire que quoi qu'il arrive, vous allez réussir votre vie et d'autres qui vont vous décourager. Donc, je ne sais pas quels sont les résultats concret de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que l'école en Finlande, c'est les meilleurs résultats partout, dans toutes les matières. C'est une des meilleures écoles dans le monde en résultats. Et ils ont des résultats parce qu'ils sont heureux et libres. Et que c'est peut-être ce qui a ému le plus de gens quand on a commencé à montrer le film. C'était ça, parce que je trouve que c'est un chapitre qui met très en colère aussi. Ça met très en colère, qu'on soit parent ou pas, ça met très en colère de savoir qu'on va avoir un enfant où on fait tout ce travail d'éducation à essayer de lui donner confiance, et puis à un moment donné, on laisse cet enfant avec des professeurs qui ont une pression de dingue eux-mêmes et qui vont leur apprendre à avoir peur aussi de la suite. Et la première projection qu'on a faite, on était en larmes, parce que il y a une jeune fille qui s'est levée, elle avait 20 ans, et elle nous a dit en larmes, merci, parce que moi, à 20 ans, en France, on me dit que j'aurai jamais de travail et que je vais jamais y arriver. Et que là, tout d'un coup, j'ai envie d'aller bosser chez Pocheco et que j'ai envie de faire des nouvelles choses et que j'ai un peu d'espoir. Voilà. Et on ne donne pas d'espoir à la génération future, alors qu'on aimerait juste leur faire comprendre que il n'y a pas d'abord que l'argent, mais en tout cas, si ils veulent faire de l'argent, ils peuvent le faire avec des choses extraordinaires et qui servent à quelque chose. Et qu'il y a peut-être une ouverture sur les nouvelles générations où on va leur expliquer ça, qu'on peut réussir dans la vie en réussissant quelque chose de personnel. Et c'est très rageant. Et en même temps, je me dis, en tant que parent, on peut aussi se battre contre ça un peu. Parce que c'est parce qu'on dit rien qu'on n'y arrive pas et qu'on laisse faire. Voilà. I think we can take one more question. Hold on. You have to wait till it turns red. What? Okay. The question is very practical. It's about U.S. distribution. It's a wonderful film, and I've been waiting for it to come here. So how can more people see it? Did you hear the question? No? On a entendu. C'est exactement l'objectif de cette soirée. On va aussi projeter le film à Los Angeles le 21 avril. C'est qu'on cherche un distributeur aux États-Unis. Si vous connaissez un distributeur, si vous êtes un distributeur, nos bras sont grands ouverts et nous sommes prêts à vous embrasser. Venez distribuer ce film aux États-Unis. Non, mais c'est vraiment un sujet parce que c'est très mystérieux pour nous. On a vendu le film pour l'instant dans 25 pays. Il a fait 1 million de spectateurs presque en France, donc il a gagné un César. Le film est aux 2/3 en anglais, il se passe beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, et il y a 2 endroits où on n'arrive pas à le vendre, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, qu'est-ce qui se passe, les gens qui parlent anglais? Est-ce que vous êtes contre les films français, les documentaires avec des gens qui ont des accents finlandais bizarres, ou je ne sais pas. Bon. Mais on a besoin d'aide, quoi. Donc, aidez-nous. Voilà. Si vous le pouvez, aidez-nous. On behalf of Focus on French Cinema and the Francophonie, I thank you all for coming. I thank this distinguished panel. You've been so wonderful, and especially Cyril and Melanie, because you've given us hope. You really have. And thank you, the audience. This is a beautiful way to end Le Mois de la Francophonie. Thank you.